Merci beaucoup Sylvain. Eh bien, voilà, la parole maintenant est à vous. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors je sais, c'est un petit peu difficile pour le premier de se lancer. Bon, je commence par le deuxième. Voilà, donc là, voilà, la deuxième dame qui veut parler. Allez-y. Bon, je plonge. J'ai lu pratiquement tous vos livres et quelque chose me frappe, c'est que vous êtes un des rares Français des médias qui comprennent la Russie et qui l'aiment. Et ça, c'est assez unique parce qu'en France, il y a du bashing sur la Russie. Vous la comprenez, donc c'est énorme. Deuxièmement, j'ai lu votre livre, Bérésina, et juste après, mon fils m'avait demandé les mémoires du chirurgien de Napoléon, Dominique Larrey, qui a fait la campagne de Russie. Donc j'ai traversé 4 fois la Bérésina. Oui, j'ai lu ces 2 livres, successivement. Vous en êtes-vous inspiré? Et j'étais vraiment dans la campagne de Napoléon avec ces 2 livres. Vous en êtes-vous inspiré? Oui, les mémoires de... Je sais plus si d'ailleurs il était maréchal ou général, enfin je me souviens plus. Les mémoires de Larrey, qui était le chirurgien de la Grande Armée, elles sont très intéressantes parce qu'elles ramènent à une histoire qui a été un débat au sein de la Grande Armée entre les 2 grands chirurgiens de l'Empire, qui étaient Percy et Larrey. Et l'un, qui était Percy, avait une sorte... vous savez, il y a certains médecins qui sont comme ça très enthousiastes. Quand vous arrivez, tout de suite, ils veulent vous opérer. Vous avez mal au nez, paf, la table d'opération. Et après 12 ans de complications, des choses comme ça. Alors ça, c'était Percy. Puis Larrey, lui, laissait sa chance à l'organisme de reprendre un peu ses droits. Et alors, il y en avait un qui voulait amputer toujours très vite. Vous voyez, les types qui dégainent leur scie sur le champ de bataille, ça c'était Percy. Et Larrey, lui, était finalement dans une optique plus physionomiste, physiologique du corps humain. À la Bérésina, il a eu un comportement absolument remarquable, c'est qu'il a traversé 4 fois les ponts, ce qui est assez rare parce que dès qu'un soldat réussissait à être sur la bonne rive, c'était la rive droite. Une fois, c'est la rive droite qui était la bonne, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il passait sur la rive droite, sur la rive qui allait le mener à Vilnius, très peu avaient envie de repartir sur la rive où étaient les Russes. Et Larrey l'a fait à 4 reprises pour sauver son matériel. Ses fioles et ses je sais pas quoi, enfin, ses boîtes, ses trousses de chirurgien. Alors là encore, c'est une des manifestations de cette espèce d'héroïsme qui semblait l'ordinaire à cette époque-là, et dont nous avons des expressions absolument dans tous les rangs de l'armée, à tous les grades et à tous les moments, comme si c'était finalement la chose dont on se nourrissait à l'époque. Et sur la première question de madame, sur le fait que tu as des rares à comprendre le russe, que parfois tu dis cet asiate aux yeux bleus, ce tartare, Oui, alors bon, d'abord, je ne sais pas du tout, moi, si je comprends la Russie, je ne suis pas non plus, comme vous le disiez, un homme des médias. Moi, de temps en temps, voilà, je vais à la télévision parce qu'il faut que je parle des livres et des choses comme ça, mais oui, alors en revanche, je suis d'accord avec vous que j'aime la Russie, j'aime les Russes, et je suis absolument d'accord avec vous qu'il est tout à fait regrettable que nous ayons, à l'égard des Russes, ces espèces de prévention incroyable depuis quelques années maintenant, comme si nous manifestions à l'encontre de Poutine le courage à le critiquer que nous n'avions pas quand il s'agissait de le faire quand c'était Brejnev ou Khrouchtchev qui était au pouvoir. Vous voyez, il semblerait bizarrement que tout l'appareil médiatico-politique s'écrase beaucoup plus, c'est beaucoup plus écrasé au moment de la guerre froide, quand c'était Andropov et Tchernenko qui étaient au Kremlin, plutôt que les actuels dirigeants. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être, entend-on dans le discours actuel des Russes des vertus, des valeurs, disent-ils, qui ne nous plaisent pas, et peut-être que lorsqu'on a l'impression que les Russes, en développant tout ce discours sur leur souveraineté, sur leur histoire, sur leur pays et sur leur territoire, ils finissent en fait par nous tendre un miroir où nous nous regardons et nous n'aimons pas notre grimace, la grimace que nous faisons. Et c'est peut-être davantage le reflet qu'il nous renvoie de nous-mêmes, qui nous gêne et qui alimente notre critique, plutôt que ce qu'on pourrait désapprouver de leur comportement.
Une troisième question. Une quatrième, alors. Madame. La mémoire de Napoléon est encore assez vivante en Russie, apparemment dans votre livre. Alors, est-ce que la mémoire de Napoléon est encore vivante en Russie? Oui. Étrangement, les Russes, qui pourraient tout de même vouer à Napoléon une haine inextinguible, le vénèrent quasiment. Mais alors pour des raisons qui est assez facile à comprendre. D'abord, toute forme d'autoritarisme ne leur est pas complètement désagréable et étrangère, quoi. Ils trouvent quand même que ce type ne manquait pas de sens de, vous savez, ces expressions russes qui sont savoureuses, la verticale du pouvoir, la démocratie dirigée, ce genre de choses. Ils sont quand même des rois des oxymores. Alors ils trouvaient probablement que dans cette espèce de geste impérial et de destin, il y avait quelque chose. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose qu'a beaucoup dit d'ailleurs, on le lit beaucoup dans La guerre et la paix de Tolstoï, c'est le fait d'avoir eu tout à coup cet ennemi qui se pressait aux portes occidentales de l'Empire russe, qui a favorisé la naissance d'un sens patriotique russe, d'une unité qui n'existait pas vraiment, parce que il suffit de lire d'ailleurs le récit du voyage de Madame de Staël en Russie, quelque temps avant, où elle a l'impression d'être dans une sorte d'empire semi-féodal, un peu asiatico-européen, avec des seigneuries, des satrapes, qui gouvernent des peuples d'esclaves, ce qui était un peu vrai, et puis des hiérarchies sociales qui allaient du serf employé dans les champs jusqu'aux courtisans de la cour de Saint-Pétersbourg. Tout ça ne créait pas de sentiment national, de sentiment d'unité patriotique. Et tout d'un coup, voilà que Napoléon arrive avec son armée, il y a le péril en la demeure, et c'est un fait, c'est un invariant humain. Tous les peuples qui ont été comme ça dans des rivalités claniques, tout à coup se sont soudés quand il y avait un ennemi. D'ailleurs, les Russes qui ont bénéficié de ce ciment historique en voyant arriver la grande armée, ont fini eux-mêmes par constituer le mortier pour un autre peuple lorsqu'ils sont allés envahir l'Afghanistan, et que tout d'un coup, pendant 10 ans, à partir de 1979 jusqu'à leur départ en 1988, les Hazaras, les Tadjiks, les Pachtou, les persophones et les Pachtou et tout le monde se sont mis tout d'un coup à faire l'unité et à s'appeler les Moudjahidines pour bouter hors de leurs frontières l'armée rouge. Donc c'est un vieil invariant humain que l'unité procède de la certitude qu'il y a un ennemi commun. Je crois que c'est peut-être pour ça que Napoléon n'est pas complètement détesté, et que tout au long de ces trajets des campagnes napoléoniennes en Russie, les Russes entretiennent un certain nombre de monuments, alors à la gloire de leur armée bien entendu, mais également pour le souvenir napoléonien. Alors pour ceux qui n'ont pas lu ton livre, il faut dire que tu as fait tout ce voyage en moto avec un bicorne, le bicorne de Napoléon vissé sur la tête quand même. Oui, parce que en général, je sais pas, il paraît que c'est une enfin, il paraît que ça mène à l'asile, le bicorne sur la tête. Non, mais moi j'aime bien les drapeaux, les bicornes, j'aime bien être costumé, et je trouvais que c'était tout à fait normal. Ça crée une présence sur le panier du sidecar. Voilà. Et les Russes appréciaient ça beaucoup. Oui, bien sûr, les Russes, vous voyez... Et même les jeunes filles russes, mais ça n'est pas dans ton... Non, il faut faire attention d'ailleurs à ça. Oui. Non, il ne faut pas utiliser le bicorne en pensant que ça vous donnera comme ça l'aura de l'empereur. Tout juste, ça fait de vous un candidat à la cellule psychiatrique de l'État. Non, mais le bicorne et les drapeaux et les insignes, c'était une manière un peu d'ancrer le caractère, non, évidemment pas de reconstitution, mais de salut, de célébration. C'était vraiment ça que nous voulions faire, c'était la célébration d'un peuple, car cette grande armée était un peuple, 400 000 personnes européennes. C'est la célébration de ces hommes qui, me semblait-il, étaient assez oubliés, car il ne faut pas oublier, on ne s'en souvient plus, parce qu'on a une mémoire si courte, mais en 2012, c'était il y a 3 ans, tout le monde se fichait un peu de l'histoire de la Bérésina, on n'en parlait pas beaucoup. Je dois dire qu'aujourd'hui, nous commémorons les 200 ans, la bataille de Waterloo, et puis alors il va y avoir les célébrations d'Austerlitz, etc.
tout à coup, le souvenir napoléonien semble surgir un peu. En 2012, on pataugeait dans une indifférence que nous, il nous a semblé, très modestement et uniquement pour notre propre usage, qui nous a semblé nécessaire d'essayer de d'effacer, en leur rendant hommage. Merci en tout cas, Sylvain. Est-ce qu'il y a une autre question encore, s'il vous plaît, monsieur? Vous dites beaucoup dans votre livre qu'au temps de Napoléon, un simple soldat pouvait finir maréchal. Vous ne pensez pas que c'est ce rêve possible qui fait que vous pouvez idolâtrer un chef, même si on était en pleine débat? Mais peut-être, en tout cas, vous soulignez un fait qui est une véritable constante de l'Empire, c'est que il y a une véritable question qui est importante, c'est de savoir si Napoléon a oui ou non trahi ou bien irrité et fécondé les acquisitions et les vertus et les discours de la Révolution. Alors la liberté, évidemment non, mais l'équité et la justice sociale que vous mentionnez, oui, certainement. Ce qu'on appelle un peu idiotement l'ascenseur social, mais l'ascenseur n'existait pas à l'époque, mais enfin, on aurait dit alors à l'occasion de l'escalier social. Alors il existait véritablement, c'est-à-dire que tout à coup les valeurs du mérite, du courage, de la jeunesse, de l'ardeur, c'était un mot qu'on utilisait beaucoup à l'époque, de l'ardeur, semblait beaucoup plus importante que celle des origines familiales ou des corps de l'État desquels vous pouviez sortir ou dans lesquels vous pouviez vous inscrire en fonction de vos études. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une énarchie, par exemple, à ce moment-là. Il y avait simplement l'illustration d'un comportement, notamment sur le front, à la bataille. Et c'était ça qui pouvait faire de vous, alors que vous sortiez du fin fond d'une ferme de l'Aubrac, qui pouvait faire de vous un grand maréchal d'Empire. Je crois que c'est Murat qui était un fils d'aubergiste, de taulier, d'une espèce d'auberge de route, de grand chemin. Alors c'est quelque chose que cette République, qui se complaît énormément aujourd'hui, d'ailleurs la 5e, qui se complaît énormément à présenter, à exprimer, à flatter le discours et l'idée de l'égalité, bizarrement, cette possibilité d'une ascendance en fonction de son destin et du piment qu'on veut y mettre, semble beaucoup moins exister. Voilà, donc c'est vrai que tout cela nous a également nous frappé beaucoup. Question encore, madame? Le prochain voyage, demande-t-elle. Alors écoutez, pour l'instant, j'ai quelques idées, mais assez vagues. Je ne peux pas vous répondre encore, je ne sais pas exactement. Pour l'instant, je suis un petit peu comme ça, en phase de repos. Je suis un peu à Chamonix, je vais grimper dans les montagnes un peu, mais je n'ai pas un voyage immédiat tout de suite. J'ai été il y a quelques semaines en Russie. Je suis allé en Sibérie, au bord du lac Baïkal au mois de mai, revoir des tas d'amis que j'ai là-bas, des bêtes que j'aime, des paysages que j'affectionne beaucoup. Voilà, c'était une sorte de... J'aime me reposer là-bas. C'était un camp de repos en Sibérie. J'y reprendrai bientôt. Je n'ai rien, je n'ai pas de projet pour l'immédiat. Encore une question, monsieur? Aurez-vous le temps de nous dédicacer des livres? Aurez-vous le temps de... Oui, mais, bien sûr, je ne sais pas du tout quels sont les organes. Absolument. Il faut demander aux autorités, aux instances supérieures. Nous avons toute la soirée, Monsieur a une question. Est-ce que ça pourrait être un autre pays que la Russie? Oui, alors monsieur demande si ça pourrait être un autre pays que la Russie. Oui, bien sûr. Évidemment que ça pourrait être un autre pays que la Russie. D'abord, moi je n'ai jamais voyagé qu'en Russie. J'ai beaucoup allé... Je suis allé dans beaucoup d'autres endroits. Je reviens en Russie parce que voilà, c'est un peu les hasards comme ça, de l'existence qui font que tout à coup vous avez l'impression que vous échafaudez vous nouez des liens avec un pays qui sont un peu particuliers. Mais oui, bien sûr, ça pourrait être un autre pays. Ça l'a été beaucoup. Au mois d'avril dernier, par exemple, je suis allé avec un certain nombre de camarades en Irak, à Erbil, pas très loin de la frontière turque. Et puis dans le Kurdistan irakien pour des associations. C'était la première fois que j'allais en Irak, mais c'était pas la première fois que j'allais en Orient. Non, la Russie n'est pas une fixette pour moi. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. C'est quelque chose dont je me sens procéder. Vous savez, il y a une phrase dans les lettres à un jeune poème de Rilke, où Rilke dit que ma Russie est la patrie, est un des mystères dont je vis.
Alors il y a comme ça, parfois on se sent attaché par des liens qui sont un peu plus forts que des simples liens esthétiques ou de l'affection, des liens très forts. Mais enfin ces liens-là, ils sont souples. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions. Alors, une petite dernière pour rebondir sur celle-ci. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous dessiner qu'est-ce que c'est que le romantisme slave? Qu'est-ce que c'est que ce blues? Moi, je suis toujours attiré par le blues. Et le blues au Brésil, il s'appelle la saudade. En Orient, c'est ce mode qui mélange le majeur et le mineur. Chez les Slaves, le blues, ça serait quoi la définition du blues slave? Écoute, je vais te donner une réponse qui reprend ton énumération de curiosité sémantique. C'est-à-dire que tu viens de citer des mots qui n'ont pas vraiment leur équivalent d'ailleurs en France. La preuve, c'est que saudade, on ne trouve pas d'exacte traduction. Blues non plus, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on utilise les mots. Et bien en russe, il y a un mot qui est peut-être un peu moins esthétique, et qui est un peu moins brillant, et qui est le pofigisme, qui vient d'une expression russe qui est nefigou, je m'en fous. Le pofigisme est une forme de je m'en foutisme, d'acceptation, non pas de soumission à la vie, mais d'acceptation. La vie vient, la vie passe, de temps en temps quand elle passe, c'est sous la forme d'un train qui vous arrive dessus. Mais ça ne sert à rien de trop s'opposer aux choses. Il vaut mieux attendre qu'elles passent. Et puis, enfin, c'est le principe d'ailleurs qui a été formulé avant eux par les stoïciens. C'est le principe des stoïciens. On accepte ce qui se passe. Et moi j'ai beaucoup rencontré ça chez les Russes et ça m'a beaucoup attiré. Un jour je louais une moto, il y a très longtemps je louais une moto en Russie. C'est une toute petite anecdote mais qui exprime profondément ce penchant pour l'acceptation. Je louais une moto et quand on loue un engin, on l'essaye avant de dire oui au loueur. Alors j'essaie le sidecar. Et puis je reviens près du type et je lui dis écoute c'est embêtant parce qu'il n'y a pas de frein et le réservoir fuit. J'étais trempé. Et là le type, pas du tout démonté, me dit chaque moto a sa vie propre. Ça c'est exactement le pofigisme. On s'en fout, on s'en fiche, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, tout ça est grave. Alors le pofigisme c'est quelque chose qui peut-être se raccorde à ce romantisme russe dont tu parles. Après, il y a beaucoup d'autres choses, mais qu'on connaît, et puis l'un des extraits du texte parlait de ça. Il y a cette espèce d'indifférence assez importante pour l'avenir. Il y a peut-être un rapport à la nature qui est beaucoup plus spiritualisé, peut-être un peu magique, mais attention, il faut faire attention aux idées reçues, il faut faire attention à la psychologie de comptoir. D'abord, il faut faire attention au comptoir en général, mais il faut faire attention au caractère un peu rapide de ce genre d'évocation de la psychologie des peuples. Quoi. Parce que moi, je vous parle des Russes, qui sont plutôt ceux des montagnes et des steppes, davantage que ceux des villes. Mais voilà, on trouve tout ça chez eux. Une forme d'acceptation, une forme de mépris de l'avenir, une forme de rapport assez magique et charnel à la nature. Et tout ça pourrait peut-être constituer ce qu'on pourrait appeler une forme de romantisme à la Russe.